On tient à remercier Best Buy, fournisseur officiel pour tout l'équipement technologique du studio de la Commission athlétique. Radar, le podcast. Avec Pierre Lebrun et Anthony Desaulniers. 20 novembre 2024, bienvenue à une autre édition du podcast Radar en ce lendemain du premier congédiement dans la Ligue nationale de hockey. On l'accueille sur le podcast. Salut Pierre! Salut Anthony, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Beaucoup d'actions encore une fois cette semaine. Les semaines se suivent et se ressemblent. Beaucoup d'actualités à travers la Ligue nationale de hockey. Si j'avais eu un petit $2 à mettre, je l'aurais mis sur Mike McCarthy qui perd son poste avant. Mais bon, il faut croire que ça a été finalement Jim Montgomery. Mike McCarthy, ouais. Exact. Mais bon. Ouais. Ben écoute, Mike McCarthy, comme Jim Montgomery, son contrat se termine après la saison. Alors j'imagine que ça va être à ce point-là que les Cowboys vont changer d'entraîneur. Puis je suis excité, là. Je suis dans une bonne phase mentale avec mes Cowboys parce que après que tu acceptes comment tu es déçu que la saison n'a pas été comme tu pensais, parce qu'il y a bien des gens qui prenaient les Cowboys encore une fois par les séries. Là, c'est le fun, c'est le repêchage, parce que les Cowboys, c'est rare qu'ils sont capables d'aller chercher un joueur dans le top 10 parce qu'ils font une série à chaque année. Ou s'ils ne font pas une série, ils manquent par une game ou deux. Fait que j'espère qu'ils ne gagnent pas un autre match. J'ai eu peur lundi soir contre Houston parce que c'était proche pour un bout de temps. Là. Ouais. Puis là, je criais après la télévision pour faire sûr que Houston met à job. Là. On espère que les Cowboys perdent chaque match, mais malheureusement, je pense qu'ils ont les Giants à la maison pour l'Action de grâce. Fait que, il va falloir que quelqu'un gagne ce match-là. Là. Mais à part de ça, j'espère qu'ils perdent le reste des matchs. Je suis passé par là avec le Canadien de Montréal dans les dernières années, Pierre. Honnêtement, c'est pas peut-être plus facile au football là, parce qu'il y a juste 17 matchs, là, mais au hockey, c'est contre-intuitif. Tu célèbres des buts, mais là, tu espères que l'adversaire en marque un autre, puis là, tu es content d'avoir un show de repêchage. Il y a probablement bien des gens à la maison qui s'identifient à ce qu'on mentionne présentement. Puis il y en a probablement d'autres qui disent « Ah, c'est une mentalité de perdant, vous ne devriez pas penser comme ça. » Mais un qui n'avait pas une mentalité de perdant, c'est Jim Montgomery. Pierre, j'en reviens pas à quel point c'est renversant, ces chiffres. Il a été mis à la porte par les Bruins de Boston, alors que depuis son embauche, il a maintenu la meilleure moyenne de pourcentage de victoires de la Ligue nationale de hockey. Une fiche de 120 victoires, 41 défaites en temps réglementaire et 23 en période de surtemps. Est-il victime de ses propres succès? Est-ce que parce qu'il a mis tellement la barre haute avec ses 135 points et sa saison historique, 109 points l'année dernière, il est un peu victime de ça aujourd'hui parce que les Bruins de Boston, la réalité les a rattrapés? Partiellement, oui. Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de niveaux qu'il faut regarder. C'est pas une réponse simple. Il n'était pas la seule raison que les Bruins devaient faire un changement. En fait, je me rappelle d'un commentaire que Don Sweeney, le DG, m'a donné il y a 2 semaines. Je m'ai rencontré avec Don Sweeney ici à Toronto pour une entrevue. Puis j'ai demandé au sujet du départ difficile de son équipe. Puis la citation de Don Sweeney m'a vraiment frappé hier. Puis qu'est-ce qu'il m'a dit il y a 2 semaines, c'est que c'est pas juste 1 ou 2 joueurs qui ont de la misère présentement, c'est presque toute l'équipe. Il a vraiment mis ça sur ses joueurs. Mais je pense que ce qu'il voulait vraiment dire, c'est que c'est les joueurs, c'est le coach, c'est moi qui ai mis l'équipe ensemble. Fait que tu pouvais voir dans la face de Don Sweeney, quand j'ai demandé la réponse, que c'était pas une réponse simple, qu'il y avait bien des choses qui passaient dans sa tête. Qu'est-ce qui se passait avec sa formation? Mais à la fin de la journée, Jim Montgomery, il y avait un contrat qui se terminait à la fin de la saison. Puis ça, ces coachs-là sont toujours dans... C'est toujours mince la ligne quand ton contrat se termine. C'est drôle parce que Sweeney m'a confirmé que cet été, il y a eu des conversations d'essayer de signer Montgomery à un nouveau contrat. Ah, ouais. Mais il m'a pas... Oui, mais il m'a pas expliqué pourquoi que finalement, il n'y a pas eu un nouveau contrat. Lire entre les 2 lignes, j'ai l'impression, c'est que probablement que Montgomery voulait un certain chiffre, il ne l'a pas eu. Fait qu'ils ont dit... On verra ce qui arrive cette année, comme un joueur fait des fois. Puis à la fin de la journée, probablement que Montgomery aura dû prendre le contrat parce que ça aurait donné plus de sécurité pour cette décision, évidemment. Mais malgré du fait qu'il va se faire embaucher, Jim Montgomery, il n'y a pas de problème. Ah, ça, c'est sûr. Mais il y a plusieurs choses à regarder là-dedans. Premièrement, oui, écoute, Jim Montgomery, ses chiffres sont incroyables à Boston. Il a gagné Jack Adams il y a 2 ans dans sa première année. Mais il y a des choses là-dedans, puis moi, je l'aime beaucoup. C'est un gars très sympathique. Je pense que c'est un très bon coach. Mais
il y a des choses intéressantes qui s'est passées à Boston. Numéro un, même l'année qu'a gagné Jack Adams, c'est l'année que les Bruins ont tous défait les records, mais ils ont perdu en première ronde contre la Floride. Mm-hmm. Fait que ça n'a pas plu aux propriétaires à Boston. Fait que là, c'est une petite coche là, mentalement que je pense que les propriétaires avaient. Je veux dire, l'autre chose dans le passé, si c'est les Leafs qui comptent en surtemps dans le 7e match en première ronde et non les Bruins, c'était vraiment 50-50 cette affaire-là. Là. Je me demande s'il y a un nouveau coach à Boston après l'année passée. Okay. Je veux dire, à Boston, la ligne, là, ça aurait été 2 années d'affilée de perdre en première ronde. T'sais. Mais je te relance, Pierre. Je pense que... Je te relance parce que c'est intéressant ce que tu dis, puis c'est vrai ce que tu avances. Mais les 2 fois, parce que finalement c'est son équipe qui a gagné contre Toronto, les 2 fois il a perdu contre les Panthers de la Floride, l'équipe qui a représenté l'Est pour la Coupe Stanley. Ça, est-ce que c'est pris en considération dans la balance? Oui, mais la dernière chose, je pense, qui est arrivée là, pour cette saison, c'est que quand tu parles à d'autres gens qui ont des liens à l'équipe, je vais faire attention à ce que je dis, c'est que je pense qu'il y a certains joueurs sur l'équipe qui ont perdu patience avec le coach. Alors, ça ne veut pas dire que tu devrais congédier ton coach quand ça arrive. Des fois, tu dois dire à des joueurs, ben trouve une autre façon, tu sais. Mais je pense que la relation entre le coach et certains joueurs sur l'équipe, c'est vraiment... c'était pas au même niveau. Et puis, ça arrive des fois. Mais finalement, le point que je pense que tu as fait, puis je pense que tu as absolument raison, c'est que c'est un autre DG qui m'a dit ça hier quand on parlait des Bruins. Les Bruins, ça fait comme 20 ans que c'est une bonne équipe. OK, ils ont manqué les séries, je pense, en 2015-2016, mais en général, c'est une équipe qui est toujours là depuis 20 ans dans le système du plafond salarial. C'est pas logique, c'est pas supposé d'être correct, d'être bon pour toujours. Mm-hmm. Parce qu'après un bout de temps, dans un système de plafond salarial, tu as de la misère à repêcher comme il faut. Tu peux pas garder les joueurs... Partis Bergeron, Chara, Sandal ne sont pas vraiment remplacés. Non. Fait que je pense que les Bruins, les Pingouins, c'est plus évident, là, c'est plus grave, mais les Bruins commencent à payer le prix finalement. La facture est rentrée à 3 heures du matin là, à bord. Puis la facture dit que ça fait un bout de temps que les Bruins sont bons, puis c'est le temps de payer la facture. Alors ça, c'est plus gros, là. Mais je ne suis pas surpris. Je sais qu'il y a bien des gens qui étaient surpris, qui étaient congédiés. Moi, je pensais, dans ma tête, lundi soir, après la défaite contre Columbus, évidemment, je ne vais jamais dire ça sur Twitter parce que je ne suis pas sûr, mais je m'ai dit mentalement, j'ai texté mes collègues que je travaille avec à TSN, j'ai dit, c'est le dernier match de Jim Montgomery. J'étais 100% convaincu. Là, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire, Pierre, qui m'a allumé. Je pense qu'on pourrait faire 1 heure juste là-dessus. Tu as mentionné au passage que la relation n'était pas au beau fixe avec tous les joueurs, sans évidemment avancer de nom ou d'en confirmer. Tout le monde se souvient qu'il y a eu la fameuse crise avec Brad Marchand sur le banc un peu plus tôt cette saison. Il y a eu David Pastrnak qui a été pointé du doigt en série l'année dernière. Il y a eu Jeremy Swayman, les prises de position avec le contrat. Donc, clairement, les Bruins n'ont pas été épargnés d'histoire. Donc, tirez-en vos propres conclusions à ce niveau-là. Mais où est-ce que je t'ai trouvé ça intéressant, c'est que tu as dit qu'il n'y a pas d'équipe qui peuvent rester éternellement bons et à l'infini. Est-ce qu'on va assister à une vraie reconstruction avec les Bruins de Boston? Est-ce que c'est le premier pas dans cette direction-là avec la franchise des Bruins, selon toi? Ah, maudite bonne question. J'ai jamais entendu ce mot-là avec les Bruins quand je parle aux dirigeants des Bruins. Je suis pas convaincu que c'est quelque chose que la famille Jacobs, les propriétaires, voudraient faire. Ils l'ont fait il y a longtemps, là, je pense que tu te rappelles, je pense qu'ils l'ont fait en 2006-2007, dans ce coin-là. Puis ça a mené à la Coupe de 2011. Mais je ne suis pas convaincu. Je pense vraiment qu'on veut essayer de continuer à faire des signatures, des échanges pour essayer de se rendre là puis rester dans le mix. Mais des fois, tu n'as pas le choix. Mais je vais dire l'autre chose, puis justement, je sais qu'on va en parler, mais j'en ai parlé avec Chris Patrick, le DG des Capitals de Washington la semaine passée. La plupart des dirigeants que je parle de ce sujet-là avec,
je te dirais, dans les derniers 6 à 12 mois. C'est pas mal récent, là. La plupart des équipes commencent à prendre la position de plus en plus. On ne veut pas rebâtir à 100%. Que l'idée de tout défaire et de commencer à zéro, comme Chicago l'ont fait, là. Puis éventuellement, puis évidemment, Buffalo l'ont fait quelques fois. San Jose. San Jose, c'est de moins en moins populaire dans la philosophie des dirigeants d'équipe nationale. Puis je pense que la raison qu'on commence à penser de même, c'est que c'est pas garanti que tu vas pogner un Ovechkin ou un Crosby. McDavid, évidemment, c'est tout un autre niveau, là, mais tu sais, puis je veux pas... je dis pas ça que les partisans du Canadien sont fâchés, mais tu sais, les Canadiens ils ont le premier pick dans le draft, puis c'est Slavkovski, c'est correct, il va connaître une belle carrière, mais on est d'accord qu'ils ont été malchanceux que c'était l'année de Slavkovski et non l'année de Connor Bedard. C'est juste la malchance. Je veux dire, ça n'a rien à faire avec être intelligent ou de préparer comme il faut. C'est que les repêchages ne sont pas tous égaux. Puis Pierre, j'irais plus loin que ça pour Montréal. Ils ont repêché top 3 quelques années dans les dernières années. Galchenyuk et Kotkaniemi. Il n'y a pas eu d'élite là, dans ça qu'on a eu à Montréal. Ça a fait en sorte que l'équipe, malheureusement, a piqué du nez. Si tu repêches haut, ça te prend des Mitch Marner, ça te prend des Adam Fantilli, ça te prend des tops. Là. Mais tu sais, puis évidemment, le Canadien aurait dû repêcher Brady Tkachuk et non Kotkaniemi. On est d'accord maintenant, mais c'était pas évident dans le temps. C'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est que même Mitch Marner, oui, les Leafs sont très bien faits cette année-là. Mais quand les Leafs ont pris Mitch Marner, les gens à Toronto ne disaient pas on vient de gagner le repêchage. Il y avait aucune idée. Ils espéraient qu'il était pour être bon, mais tu sais, il y a bien des gens, je vais dire quelque chose, il y a des gens à la table des Maple Leafs qui voulaient. Tout le monde n'était pas 100%. Il y a du monde qui voulait que les Leafs prennent Noah Hanifin. Il connaît quand même une belle carrière, Noah Hanifin, mais tu sais, il n'est pas au niveau de Mitch Marner. Mon point, c'est que les dirigeants regardent ça maintenant et ils disent on est-tu prêt à faire 7-8 ans de rebâtissage, mais qu'est-ce qui arrive si on ne pogne pas un 100% au top? Si on ne pogne pas Austin Matthews, Gavin McKenna. Qu'est-ce qui se passe? Puis, ouais, c'est ça. Fait que je pense que de plus en plus, les équipes pensent que s'ils sont agressifs, puis c'est là que le scouting professionnel est très important. Qu'il y a des équipes qui sont meilleures que d'autres équipes, avoir un gars qui peut-être c'est juste un gars de 30 points avec cette équipe-là. Puis dans notre système, par exemple, peut-être c'est un gars de 50 points. C'est ça qu'il faut vraiment, là, entre les statistiques avancées et puis des pro scouts, des dépisteurs qui regardent les matchs à chaque soir, les équipes qui sont meilleures que d'autres à comprendre que si on va chercher ce gars-là qui va juste coûter 1 million ou 2 millions, il va être un meilleur joueur que nous autres que l'autre. Ça, c'est vraiment la game. C'est une façon d'essayer de sauter des étapes. Puis Washington, c'est un très bel exemple. Écoute, on verra si ça continue pour eux autres. Là. Mais les Capitals ont décidé de ne pas rebâtir. Je pense pour des raisons assez évidentes. Là. Je pense pas que le numéro 8 voulait rebâtir pendant qu'il était encore dans la Ligue. Et puis, jusqu'à temps, les décisions des Caps ont juste manqué série une année, il y a 2 ans. Là. Ils ont été très agressifs. Ils ont fait 6 échanges assez notables cet été. On parle d'une ligue où tout le monde dit qu'il n'y a pas d'échange dans le système, il n'y a pas d'échange. Les Caps en ont fait 6. Puis ils ont eu des signatures aussi. Ça se fait, mais c'est plus difficile. Ça peut facilement, absolument pas fonctionner. Puis d'ailleurs, Pittsburgh, c'est un des exemples. Les Pingouins ont décidé de ne pas rebâtir. Ben là, ils ont changé d'idée. Mais les Pingouins, il y a 2-3 ans, nouveau propriétaire, Fenway Sports, on ne rebâtit pas, on ramène Malkin, on ramène le temps, on garde la gang ensemble. Ça ne fonctionne absolument pas. Un bon exemple de ce que tu as dit, pour un joueur qu'on peut identifier ailleurs, William Karlsson, c'est vraiment l'exemple qui m'a sauté aux yeux. Écoute, avec les Jackets, joueur marginal, presque 80 points à sa première année avec Vegas. Donc, ça te démontre des fois qu'un changement d'environnement, ça peut faire toute la différence. Moi, je me demande, Pierre, est-ce qu'on manque de patience de façon générale dans la Ligue nationale de hockey? J'ai vu passer sur Twitter hier, puis ça m'a renversé, les 3 finalistes au candidat Jack Adams en 2023, pas en 2013, là. En 2023, il y a à peine 2 ans.
Dave Axtell à Seattle, Lindy Ruff avec les Devils et évidemment Jim Montgomery avec les Bruins. Les trois ne sont plus entraîneurs avec leur propre équipe. Tu regardes un gars comme Cam Neely, qui je pense que la patience, c'est pas sa plus grande force. C'est le troisième entraîneur-chef qu'il renvoie depuis qu'il est avec les Bruins. 3 entraîneurs-chefs qui ont gagné le Jack Adams. Tu sais, des fois, je trouve qu'on a le doigt rapide sur la gâchette pour faire payer l'entraîneur-chef, alors que des fois, c'est peut-être pas lui le principal responsable. Ah, ben ça, écoute, c'est absolument sûr. J'ai fait des textes là-dessus dans le passé parce qu'on a eu une période là, dans les derniers 2 ans où on s'est rendu à peu près 17 ou 18 entraîneurs-chefs qui ont été congédiés en dedans de 2 ans. C'est incroyable. C'était une période qu'il n'y a jamais eu, comme on n'a jamais vu dans l'histoire de la Ligue nationale, pour les changements, les congédiements d'entraîneurs. Et puis, c'est sûr que parce que les équipes se plaignent toujours que c'est difficile à changer les joueurs dans le système, que l'entraîneur, c'est pas mal toujours la première décision. Puis, je trouve ça malheureux dans plusieurs cas. Mais, puis en plus de ça, tu as Cam Neely, non seulement qu'ils viennent congédier un très bon coach chez Montgomery après même pas 2 ans et demi, où il y a une moyenne de 719. C'est la moyenne de pourcentage de victoire gagnante. Ouais. Mais le coach qui a congédié avant ça, c'est Bruce Cassidy. T'allais gagner la coupe. Qui a gagné la coupe à Vegas. Ben oui. Tu sais, alors, non, c'est sûr. Mais de l'autre côté, les Bruins ont été critiqués. Le monde ne s'en rappelle pas, mais les Bruins ont été critiqués dans leur marché pour avoir resté trop longtemps avec Claude Julien. Mais c'est sûr que Claude, on lui a donné plus de chance parce qu'il a gagné la coupe. Fait que c'est évident que ces gars-là, habituellement, ils vont avoir un peu plus de loyauté. Mais ça a été une discussion en Boston que les Bruins ont entendu trop longtemps sur ce côté-là. Fait que je me demande si c'est comme une réaction de ça, ce qui s'est passé avec Castelli et Montgomery. Mais vraiment, à la fin de la journée, puis tu regardes comment Elias Lindholm, il y a bien des joueurs qui ont de la misère à Boston. Mais Lindholm, il a signé pour 7 ans, un gros contrat. Il a de l'air complètement perdu à Boston présentement. Puis ça se peut que c'est juste l'ajustement, nouvelle équipe, que dans un mois, on va se parler et on va se rendre compte que Lindholm joue bien pour les Bruins. Mais présentement, c'était la grosse signature du 1er juillet pour les Bruins de Boston. Puis il a de l'air complètement perdu. Puis c'est une équipe. Tu sais, j'ai parlé à un coach l'autre jour, on parlait des Bruins, même avant du congédiement, puis il m'a dit que comme c'est là, les Bruins se font défaire au centre dans les match-ups. Que chaque match, l'autre équipe absolument gagne le match-up au centre. Puis tout le monde sait que ça passe par la ligne de centre si tu veux avoir du succès dans la Ligue nationale de hockey. Tu as mentionné Claude Julien au passage. Lorsqu'il a été congédié par les Bruins, à peine une semaine plus tard, il était embauché avec le Canadien de Montréal, dans un contexte parce que le Canadien, l'effet francophone, ne peut pas vraiment passer à côté. Le coach canadien doit parler français. Jim Montgomery, sans manquer de respect aux autres entraîneurs-chefs qui n'ont pas d'emploi présentement, a quand même une très belle feuille de route. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir du mouvement à travers la Ligue nationale de hockey, une formation, que ce soit à Montréal ou ailleurs, de faire un geste pour aller chercher un agent libre qui est quand même assez réputé, qui est présentement disponible en Jim Montgomery, Pierre? Ben, moi, ça ne me surprendrait pas si Jim Montgomery se retrouve avec les Blues de Saint-Louis avant la fin de la saison dans un certain rôle. Là. On sait qu'il avait été là. Il y a encore une maison, je pense, à Saint-Louis. C'est sa maison durant l'été. Là. Puis je pense qu'il y a encore des liens avec Doug Armstrong à Saint-Louis. Écoute, ça n'arrivera peut-être pas, là, mais je vais juste te dire que ça ne me surprendrait pas si ça arrive avec Saint-Louis, premièrement. Ouais, les décisions de même avec les entraîneurs, c'est vraiment intéressant. On se rappelle quand Mike Babcock était populaire, quand il est sorti de Détroit. Quand il est sorti de Détroit en 2015, 14? Dans ce bout-là, oui. C'était toute une affaire. Je veux dire, je me rappelle, je devais faire des mises à jour là-dessus quasiment chaque jour. Est-ce que Babcock va rester à Détroit? Puis on se rappelle que Babcock a quasiment signé avec Buffalo pour de la grosse argent. Puis à la dernière minute, a changé d'idée puis a pris l'offre des Leafs. Puis les Leafs, je vais dire quelque chose, ce que je me rappelle dans mes informations, c'est que Brendan Shanahan, le président des Maple Leafs, était à un souper avec Guy Boucher
Puis il parlait de la possibilité d'embaucher Guy Boucher pour être entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto. Quand Brendan Shanahan a reçu un appel de Mike Babcock qui lui avait dit « J'ai changé d'idée, je ne vais pas à Buffalo. » Puis dans à peu près 2-3 jours après ça, il était le nouveau entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto. Fait que ces affaires-là, c'est vraiment intéressant comment ça se passe quand tu as le gros nom puis tout le monde veut t'avoir. Puis dans ce temps-là, c'était le cas avec Mike Babcock. Mais tu sais, c'est difficile des fois de... Il n'y a pas de plafond salarial avec les entraîneurs, mais si tu viens de signer un entraîneur-chef, c'est dur de t'enlever d'un contrat. Les propriétaires n'aiment pas ça payer des coachs pour pas coacher. Fait que, oui, Jim Montgomery, ça va être un gars que bien des équipes vont vouloir, mais il y a 2 tiers des équipes qui viennent d'embaucher des nouveaux coachs dans les 2 ans. Fait que ça va être intéressant de voir. Oui, ça va être un candidat hot, comme on dit, mais de l'autre côté, il y a bien des coachs qui viennent de commencer dans leur job. L'autre exemple, d'ailleurs, que j'ai de même, c'est que lorsque le Canadien a embauché Claude Julien, c'est Marc Bergevin qui a été vite en allant chercher Claude Julien. Puis je pense que ça a été une belle embauche pour le Canadien. Puis j'ai déjà fait un reportage là-dessus dans le passé, mais selon mes informations, l'autre candidat que Marc Bergevin parlait avec, puis ça aurait été intéressant comment ça aurait été digéré à Montréal, c'était Gérard Galland dans le temps. Un anglophone. Gérard Galland, évidemment, parle pas français, ouais, mais il avait été que le Canadien est bien respecté. Mais je ne suis pas convaincu que c'était pour arriver à 100% à cause du fait qu'il n'est pas francophone, mais je peux garantir de ce que je sais que Gérard Galland avait parlé à Marc Bergevin autour de ce temps-là. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que Claude Julien, après qu'il avait été congédié par Boston, avait eu des communications avec Vegas, l'équipe d'expansion, avec George McPhee. Puis que Claude Julien avait été un candidat pour possiblement être le coach à Vegas. À la fin de la journée, Claude Julien va à Montréal, Gérard Galland, Vegas. Wow. Hey, ça, c'est quand même assez spectaculaire. On pourra reprocher bien les choses à Marc Bergevin, mais on ne pourra jamais lui reprocher d'avoir manqué de courage. Sébastien Aho, le Frostil, ça a fait beaucoup jaser. Le repêchage de Logan Mailloux, ça a fait beaucoup jaser. Il a fait plusieurs transactions d'importance, Marc Bergevin, au fil des années à Montréal. Donc, s'il avait embauché Gérard Galland, j'aurais été bien curieux de voir comment ça aurait passé. Peut-être le fait qu'il avait déjà été un assistant entraîneur-chef ici, peut-être que ça aurait été un petit peu mieux perçu auprès du public. Mais bon, on le saura jamais. Puis tu n'as pas mentionné la transaction, je pense. J'ai déjà demandé à Marc Jobin c'était quoi sa transaction préférée dans sa carrière. Puis c'était d'aller chercher chez Weber. Pas nécessairement d'avoir sorti Piquet Subban, parce qu'il y a beaucoup de respect pour Piquet, mais d'aller chercher chez Weber, ça, c'était l'échange préféré de Marc Bergevin à Montréal. Un 2 heures des plus fous dans la Ligue nationale de hockey, la prolongation de contrat. J'étais assis ici, à mon bureau, puis tout se passait. Là, T'as dû taper vite sur ton clavier, journée-là, Pierre. Ouais. YouBet.io vous propose les marchés 100% sur la Ligue nationale de hockey et tout ça sans commission. Les meilleures cotes au monde se retrouvent sur YouBet.io. On a eu droit à un événement historique dans les derniers jours. Connor McDavid a attrapé le plateau, disons-le, quand même assez spectaculaire des 1000 points. Il est devenu le 4e plus rapide à faire 1000 points dans la Ligue nationale de hockey. Pierre, Connor McDavid, là, on est chanceux de le voir aller. C'est vraiment un joueur spectaculaire. Ouais, écoute, j'ai eu la chance dans les dernières années à couvrir des séries éliminatoires à Edmonton 2 années d'affilée. Et puis, c'est vraiment, quand tu le vois en personne, comparé à la télévision, c'est sûr que c'est le fun à la télévision, là, mais quand tu le vois dans l'arena où tu peux juste regarder ces shifts individuellement avec tes yeux puis laisser faire ce qui se passe dans la game, c'est incroyable de le faire voir parce que, comme Wayne Gretzky, Connor McDavid, des fois, commence à aller dans une direction, tu te demandes pourquoi, puis là, tu te rends compte à peu près 1 seconde plus tard. Parce que son sens de la façon qu'il anticipe le jeu. Puis l'autre chose aussi, c'est que il est capable de changer de direction à 5 000 à l'heure avec la rondelle, comme on n'a jamais vu dans l'histoire de la Ligue. C'est vraiment... on a beaucoup de grands joueurs dans la Ligue. Draisaitl, McKinnon, Matthews.
n'y a personne comme lui. Il y a à peu près 2 ans, je pense qu'on essayait de se demander est-ce que c'est Matthews, est-ce que c'est McKinnon, sont-ils au même niveau? Laisse faire. Laisse faire avec cette discussion-là. J'espère qu'on ne rentre jamais là-dedans encore. Connor McDavid est seul dans son niveau. Et puis, je m'ai fait demander ça me passait sur Overdrive à TSN, à radio. Je pense que j'ai surpris les gars. Mais ils m'ont demandé, est-ce que c'est possible que McDavid va être le meilleur joueur dans l'histoire de la Ligue avant de sa carrière? Puis j'ai dit oui sans hésiter. Puis je vais te dire quelque chose, là, il y a 2 ans, si tu m'aurais demandé cette question-là, moi j'ai toujours été un gars qui disait Gretzky. J'ai assez vu là, de McDavid en personne les dernières années que s'il reste en santé, puis continue d'être ce joueur-là, il va falloir considérer que c'est peut-être le meilleur joueur dans l'histoire de la Ligue avec Gretzky et Bobby Orr. Parce que c'est dans un monde où tout le monde patine bien ou qu'il y a beaucoup de bons joueurs, le fait qu'il peut se démarquer quand même à un niveau qui est seul, c'est vraiment incroyable. Sidney Crosby a eu une carrière incroyable, il continue de l'avoir. Pour moi, Sidney Crosby, c'est un des meilleurs 5, 6, 7 joueurs dans l'histoire de la Ligue. Mais même à son meilleur, Ovechkin, le taquinait, on avait des débats. Il n'y a pas de débat. Là. Connor McDavid est tout seul. Puis c'est unique ce qu'il est capable de faire à chaque soir. C'est absolument unique. Alors moi, je sais que les gens sont des fois pas confortables à avoir ces discussions-là. Je suis assez vieux. Je dans ma cinquantaine où j'ai vu assez de hockey que je suis confortable de dire que moi, je pense qu'à la fin de sa carrière, s'il est capable de rester en santé, je pense qu'on va le mettre à 1 ou 2. Pas mal sûr. OK, intéressant. Très, très intéressant, honnêtement, Pierre. Mettons, il reste en santé, continue à avoir en moyenne 120 points par saison, performe, les résultats sont au rendez-vous, mais ne gagne jamais la Coupe Stanley. Est-ce que ça a un impact dans ton évaluation de la carrière de Connor McDavid? Ben, premièrement, ça a un impact avec lui-même. J'en ai parlé de Connor McDavid l'année dernière durant la poussée des Oilers. C'est important pour lui de gagner une coupe. C'est incroyable comment c'est important pour lui de gagner une coupe. C'est sûr. Mais qu'est-ce que je dirais là-dessus? Puis c'est un peu comme la conversation qu'on a avec la Temple de la Renommée maintenant. Puis il y a des gens encore qui parlent des Coupes Stanley et de la Temple de la Renommée. Arrête! Il y a 32 équipes. On avait une ligue de 6 équipes où il y a des joueurs qui rentrent dans le temple de renommée parce qu'ils ont gagné 5 coupes. Ben oui, il y a 6 équipes. Je veux dire, arrête de comparer gagner des coupes, pas gagner des coupes. Daniel Alfredson, Shea Weber, Roberto Luongo, Matt Sundin, il n'y a personne qui a un débat sur leur qualification d'être dans le temple de la renommée, mais ils n'ont pas gagné une coupe. Il y a trop d'équipes. Il va y avoir des grands joueurs qui ne gagneront pas la Coupe Stanley parce que c'est dur. Je veux dire, même dans un monde, en théorie, dans un monde où tout le monde a la même chance de gagner la Coupe, ça veut dire que ton équipe devrait gagner la Coupe à chaque 32 ans. Mm-hmm. Exact. Ben, les joueurs n'ont pas de carrière de 32 ans. Fait que ça va arriver qu'il va y avoir des grands joueurs qui ne gagneront pas la Coupe. Et moi, je trouve ça difficile de dire que c'est une coche de moins pour eux autres. Mais je sais que pour Connor McDavid, c'est absolument... C'est la seule chose qu'il pense dans sa tête. Il n'y a rien d'autre qui est important pour lui. On a gagné des trophées Hart, des trophées Hart Ross, puis ci, puis ça. Mais gagner la Coupe Stanley, c'est 100% dans ses pensées. Je comprends qu'il n'y a pas la Coupe Stanley, puis il n'aura pas eu la chance jusqu'à maintenant de la soulever au bout de ses bras. Mais quand je regarde sa carrière, d'avoir un Conn Smythe de 42 points, honnêtement, ça, je veux dire, là, à un moment donné, il ne peut pas tout faire seul. Et lui, clairement, il a performé lorsque ça comptait et ça n'a pas été suffisant pour gagner la Coupe Stanley. Mais il va falloir tenir ça en considération lorsqu'on regarde la grande carrière de Connor McDavid. Là, il ne peut pas. C'est un sport d'équipe. La dernière fois que j'ai regardé le hockey, ça se gagne à 20 sur la patinoire. Pierre, je trouve ça incroyable. Je veux juste dire une autre chose, c'est que j'ai été parmi les 18 ou 19 voteurs pour le trophée Conn Smythe le printemps dernier. Puis je n'en revenais pas. J'étais absolument étonné qu'il y avait des gens ce soir-là qui avaient un débat sur le fait qu'il avait gagné.
Je trouve ça... J'ai jamais été plus convaincu de mon vote, puis ça fait à peu près 25 ans que je vote sur le trophée Conn Smythe. Je savais même pas qu'il y avait des gens qui ne comprenaient pas pourquoi ils devraient gagner. Je trouve ça incroyable. Non, ça, écoute, on n'aurait pas eu de débat entre toi et moi ce soir-là. Ça, je te le confirme. Hey, je reste avec les Oilers d'Edmonton parce que après des beaux moments, on a aussi des moins beaux moments avec cette formation-là dans les derniers jours. Ryan Reeves sur Darnell Nurse, Pierre. Coup à la tête. Darnell Nurse vraiment ébranlé sur la séquence en sang après cette violente mise en échec. Es-tu en accord avec la suspension de 5 matchs? Et pourquoi ne pas avoir donné du côté du département de la sécurité des joueurs un appel en personne pour se donner la chance d'aller à plus que 5 matchs si jamais on voulait aller là? Ben écoute, je pense que 5 matchs, c'est pas mal sérieux comme suspension quand même. C'est un coup à la tête. Probablement, une des choses qui a aidé dans la situation, c'est que Darnell Nurse il se sentait mieux pas mal vite le lendemain. Puis, t'es peut-être pas d'accord avec ça, mais c'est une des choses que je sais que la Ligue regarde, c'est comment que le joueur qui est victime se sent. Mais 5 matchs, quand même assez sérieux. Je veux dire, c'est une des plus grosses suspensions qu'on a eues dans les derniers 2-3 ans. Puis je suis content parce que c'était un coup vicieux. Je donne du crédit à Reeves après le match. Il a été s'excuser. Il voulait aller s'excuser avec Nurse. Écoute, il se sentait mal, mais une des choses qui est intéressante de ce coup-là, c'est que la réaction de tout le monde, je pense qu'on a tous, quand on l'a vu, la tête de Nurse qui est frappée sur la glace, c'était vraiment effrayant. Mais aussi, ça te rappelle du fait qu'il y a 15-20 ans, c'était à chaque soir, ce coup-là. Puis, on a vu, la Ligue a vraiment passé tout un chemin. Écoute, moi, je me rappelle, j'allais à des réunions de DG en Floride au mois de mars. Puis, tout le monde avec l'international, leurs cheveux étaient en feu. Un autre coup de McCook, un autre coup de... Il y avait des affaires de même à chaque soir dans l'international. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, on a plus d'informations sur les blessures à la tête, puis les commotions cérébrales. La Ligue nationale a un gros problème. Moi, je prenais des appels des stations de nouvelles, là, pas des stations de sport, des stations de nouvelles. Est-ce que le hockey est mort? C'était vraiment fou, le 15-20 ans. La Ligue, finalement, on le sait, c'était le règlement 48. Le règlement 48 a eu un impact incroyable. J'aurais jamais prévu que le règlement 48 aurait changé la game de la façon que ça a changé. Non seulement au niveau de la Ligue nationale, mais qu'est-ce qui est vraiment là, évident, si tu vas regarder un match de hockey, que ce soit Ligue majeure junior du Québec ou Ligue nationale de 20 ans, et puis tu regardes un match aujourd'hui, il y a tellement moins de coups, pas juste moins de coups à la tête, il y a moins de jeux physiques. Regarde les mises en échec en général. C'est pour ça que c'est comme la conversation qu'on a eue de Jacob Trouba. Une des raisons que Jacob Trouba, que c'est tellement différent, c'est qu'il n'y a pas personne qui frappe comme Jacob Trouba dans la game aujourd'hui. Puis légalement, d'ailleurs, la plupart du temps. C'est que c'est un gars qui devrait jouer il y a 20 ans. Le sport, à tous les niveaux, a complètement changé. Les gars sortent du junior et du collège américain et de l'Europe sans sentir qu'ils vont se frapper quand ils sont dans le milieu de la glace à la ligne 2. Les jeunes joueurs, ils ne comprennent pas qu'est-ce que Scott Stevens et Nicholas Cronwall faisaient dans le temps. Ça n'arrive plus dans la game aujourd'hui. Ou presque pas. Fait que, c'est une longue conversation, là, mais une des choses qui m'a vraiment frappé avec la suspension de Ryan Reeves, c'est que comment on est tous habitués maintenant à jamais voir ce coup-là. Puis, il y a 15-20 ans, ce coup-là, c'est à chaque soir. Ouais. C'est vraiment incroyable quand tu es capable de penser à ça. Pierre, je veux quand même t'amener sur l'aspect plus technique de la game. Pourquoi avoir une restriction sur l'audition par téléphonique ou l'audition en personne qui a un barème, une limite de seulement 5 matchs? Et puis, la plupart du temps, j'imagine que c'est par Zoom, là. Pourquoi est-ce qu'on s'impose nous-mêmes cette limite-là? Pourquoi c'est pas juste on rencontre le joueur, puis après ça, on décidera? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire que si c'est par téléphone, on peut pas aller plus loin que 5 matchs?
Bien évidemment, c'est négocié dans la convention collective, puis évidemment, c'est important pour l'association des joueurs. Écoute, c'est toujours un sujet inconfortable pour l'association des joueurs, mais la réalité, c'est que la job de l'association des joueurs, oui, c'est de faire sûr qu'on veut protéger tous les joueurs, mais c'est surtout de défendre celle qui est dans le trou parce que ça coûte l'argent de se faire suspendre. Exact. Je sais qu'il n'y a pas personne qui veut parler de ça, là, mais c'est la réalité. C'est que la job de la NHLPA, c'est de faire sûr qu'on essaie de minimiser les suspensions. Puis c'est pas facile comme conversation parce qu'en même temps, les joueurs eux-mêmes veulent que la Ligue a moins de coups à la tête, évidemment. Et puis moins de blessures, etc. À la fin de la journée, à cause de l'argent qui coûte dans les suspensions, l'association des joueurs, ils veulent toujours essayer de minimiser la flexibilité que la Ligue nationale a en imposant des suspensions. Puis en fait, ça a déjà été mentionné par, je ne sais pas si c'était Colin Campbell ou Brendan Shanahan dans le temps, mais il y a déjà eu des discussions. Ça ne donne rien de donner 30 matchs à un joueur parce qu'on sait que l'association des joueurs, ils vont faire une grille, puis ça va descendre à 20 matchs. Je veux dire, c'est la réalité, c'est que la Ligue essaie toujours de faire la balance là-dedans, qu'ils ne veulent pas avoir une guerre avec l'association des joueurs qui vont faire des griefs parce qu'on sait que pour des suspensions d'un certain niveau, le joueur a le droit de faire une grief ou un appel, excuse. Fait que c'est l'autre chose qui fait partie de tout ça qui a toujours été un peu bizarre, c'est que la Ligue essaie de trouver un niveau où, oui, on veut sévir, mais on veut sévir aussi à un niveau qu'on ne veut pas entendre parler de l'association des joueurs avec un appel. On ne veut pas remettre en doute notre décision. Fait qu'on va y aller juste au-dessus de ne pas pogner l'arbitre indépendant qui va venir se mêler de nos affaires. Ouais. Ça, c'est le jeu de coulisses, malheureusement, du département de la sécurité des joueurs. Pierre, on parle des Leafs, on parle d'absents. Auston Matthews est en Allemagne. Pas un bon signe, ça. Il doit aimer la bière allemande. Je ne le blâme pas. C'est la bonne bière. C'est intéressant, vraiment. Là, premièrement, je vais expliquer que peut-être les partisans du Canadien, évidemment, ils ne suivent pas les Leafs ce jour le jour. Auston Matthews, il a toujours été... il a toujours vraiment été... il participe dans ses décisions médicales plus qu'un joueur normal. Il est vraiment là-dedans, il fait ses lectures, il demande des questions, il est vraiment là-dedans, lui. Puis, ça a toujours été important pour lui. Écoute, c'est sûr qu'il respecte les médecins des Leafs, mais lui, il a toujours été un gars qui a eu la confiance de dire « Ouais, je vais aller checker ça par moi-même, juste en cas. » D'ailleurs, on se rappelle que Carey Price faisait ça aussi à Montréal dans le temps. Là. Lui aussi, il y avait des docteurs indépendants qui checkaient son genou à New York, etc. Auston Matthews est de même. Il aime ça avoir une deuxième opinion, etc. Le docteur en question en Allemagne, Connor McDavid aussi, je crois, il y a eu des traitements de lui l'année passée. Mais c'est un gars qui traite beaucoup d'athlètes dans d'autres sports. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails parce que je ne suis pas 100% sûr, mais disons que je pense que c'est un peu différent. Puis écoute, évidemment, Auston Matthews a déjà vu ce docteur-là pour quelque chose d'autre. Alors, il a confiance en lui, etc. Mais c'est intéressant parce que je crois que je sais c'est où exactement sa blessure, mais je veux pas le sortir 100% sûr. Je ne ferai jamais ça comme journaliste. Mm-hmm. Mais je pense que je sais qu'est-ce qui se passe, puis je comprends que c'est pas toujours évident, cette affaire-là. Fait que, en tout cas. Est-ce qu'on peut s'attendre à le revoir bientôt sur la glace? Oui, je pense que tout le monde est confiant qu'après son voyage en Allemagne, on va le voir probablement la semaine prochaine. C'est ce que tout le monde alentour des Leafs pense. Alors, on verra bien. Mais, quand tout ça a commencé il y a 3 semaines, tout le monde disait jour le jour. Fait que ça n'a pas été jour le jour. Fait que c'est quand même intéressant comme situation. C'est sur ubet.io que vous retrouvez les meilleurs codes de la Ligue nationale de hockey. Peut-être que bientôt, vous pourrez reparler à nouveau sur un but d'Auston Matthews. Pierre, il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées dans la dernière semaine.
Au niveau des reprises vidéo, on a parlé des Leafs. Il y a eu un match contre Leafs Capitals, ça a été interminable. Écoute, je pense qu'il y a eu 3, si c'est pas 4 reprises vidéo, puis des longues reprises vidéo. Mais vraiment, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est les commentaires de Patrick Roy, qui, disons-le, est quand même bien placé pour parler des gardiens de but. Il a dit, ça a l'air que c'était pas assez. Moi, je pensais que c'était noir ou blanc, mais ça a l'air que c'était pas assez. Là, la réunion des DG vient de passer. Est-ce qu'on va pas avoir un bon gros dossier sur la pile pour la prochaine réunion qui va être un petit peu plus exhaustive sur les fameux buts controversés avec les reprises vidéo? Pas juste le règlement, mais dans la façon de faire. Des fois, c'est ben trop long, Pierre. Ouais. Ben, c'est pas juste que c'est trop long, c'est que c'est encore difficile à comprendre c'est où la ligne. Moi, je suis plus capable de prédire de quelle façon que ça va aller, ces affaires-là, avec les gardiens de but, l'interférence. Oui, ça a été discuté, ça me passait à Toronto dans cette réunion de 3h30, dans le sens que la Ligue nationale a demandé au DG de garder un œil là-dessus puis de demander du feedback de leur coach pour qu'on puisse ramener tout ça à la grosse réunion de 3 jours au mois de mars en Floride, où on a plus de temps pour parler, de discuter puis faire le débat en détail là-dessus. Absolument, ça va être discuté. Je vais te dire une histoire qui peut pas aider la situation présentement, mais c'est une histoire que je vais toujours me rappeler parce que, tu sais, on est d'accord que Gary Bettman, on n'est pas toujours d'accord avec lui. Moi, j'ai des débats pour l'éternité avec lui sur le format des séries éliminatoires, le fait que le hockey devrait être fini pour le 31 mai. On a eu des bonnes discussions durant les années, le commissaire et moi. Ce serait quoi ton format? On va jamais d'accord. Ce serait quoi ton format? Ben, mon format, c'est de revenir à 1-8 puis de laisser faire avec les wildcards, les divisions, tout ça. Là. Puis en plus de ça, j'aimerais faire un play-in où 8, 9, 10 et 11, c'est juste sur 2-3 jours. Ça décide qui est 8 et 9e, mais c'est pas une idée que Gary Bettman aime beaucoup. Mais qu'est-ce que je voulais dire, c'est que je dois donner du crédit à Gary Bettman pour une chose. C'est que lorsqu'il y a à peu près 10 ans, je ne me rappelle plus quand que les reprises vidéo ont commencé à nationales, je pense que c'était à peu près 10-11 ans. Je me rappelle qu'on était à la réunion des DG. Puis l'année avant, il n'y avait pas eu assez de support là-dessus. Puis d'ailleurs, Gary Bettman lui-même ne supportait pas que la Ligue commence avec des Coaches Challenge puis des reprises vidéo. Mais l'année après, puis c'est même ces gars, Colin Campbell qui poussait pour ça, les DG poussaient. Ouais. Le but de Matt on doit être moderne comme les autres sports. Oui. Matt Duchesne a tout changé avec leur jeu. Je vais toujours me rappeler que le jour que les DG, au mois de mars cette année-là, ont voté oui, que finalement, ça s'en venait, les reprises vidéo et tout ça, pour leur jeu puis interférence avec les gardiens. Gary Bettman est venu nous parler, les journalistes qui étaient là en Floride. Puis ça m'a toujours... Il a dit, la seule chose que je vais dire, c'est que je comprends que tout le monde veut l'avoir. Alors, on va l'avoir, mais fais attention à ce que tu souhaites. Parce que sa prédiction, ce jour-là, puis il était le seul à penser de même. Tout le monde autre, tous les autres dans la chambre, même les gens qui travaillent pour lui, pensaient que c'était le temps. Puis qu'est-ce que Gary Bettman nous a dit? Ça m'a toujours gardé. Fais attention. Fais attention à la porte que tu ouvres avec ça. Puis qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est que c'est la frustration qu'on a depuis ce temps-là. Ça prend trop long. Il y a un but qui se fait compter, puis là, les partisans ne sont pas sûrs s'ils devraient être contents que le but ait été compté, parce que là, peut-être qu'il va y avoir un challenge. Toutes les choses qu'on voit aujourd'hui, Gary Bettman a prédit. Ouais. Mais moi, tu vois, Pierre, le plus gros problème que j'ai avec tout ça, c'est pas tant de regarder un hors-jeu, puis là, un frame, le patin est sa ligne, l'autre frame, il est plus sa ligne, puis là, les 3-4 angles. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est de regarder un match entre le Kraken et les Sénateurs, voir une séquence, le but est bon, puis le lendemain, de regarder un match entre les Jets et les Pingouins, puis la même séquence, le but est pas bon. Moi, c'est ça qui me chicote. Absolument. C'est pas tant le temps en tant que tel. Mettez un règlement clair en place, puis vous allez vous éviter bien des problèmes. Ben, avec l'interférence avec les gardiens, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Puis je peux te dire que les gérants qui ont le même feeling que moi. Je veux dire, ça change de soir en soir. Puis écoute, je comprends. Il y a des personnes super sharp, super smart qui sont là-dedans pour la Ligue nationale. C'est que c'est difficile. Tu sais, tu viens de parler d'un standard uniforme. Comment tu fais ça pour l'interférence des gardiens?
Des fois, c'est des petites affaires. Est-ce qu'il a-tu pogné sur le pad? Est-ce que ça l'a dérangé? Who knows? Je veux dire, franchement, là. Puis, je vais dire quelque chose, OK, peut-être les hors-jeux, il y a moins de controverses. On a tellement réagi, je pense, l'affaire de Matt Duchene. Puis j'étais là ce soir-là au Colorado. C'est assez bizarre, là. Je couvrais cette série-là pour ESPN.com. On a tellement réagi. La réalité, c'est que comment souvent qu'on a un call de même qui est tellement mauvais dans une série de matchs éliminatoires sur un hors-jeu? Peut-être une fois sur 1000. Puis on a réagi, qu'on a tout changé avec le... Moi, je vais te dire quelque chose. Là. Ça fait tellement mal au rythme d'un match. Tu sais, hors-jeu là, de même. Là. Vraiment? Ouais. On va vraiment arrêter le match pour enlever un but pour ça? Moi, je trouve ça... Moi, j'enlèverais complètement les reprises de vidéo pour l'hors-jeu. Je comprends que les gardiens de l'interférence, mais moi, pour l'hors-jeu, là, je veux être capable de dire que les lignes de juge, 99% du temps, ils l'ont correct avec l'hors-jeu. C'est correct dans 1% qu'on peut vivre avec. De la même façon que des fois, les joueurs font des erreurs, on vit avec. Moi, je retournerais au passé avec ça. Parce que je pense que ça fait vraiment mal au match sur le côté entertainment. Là. Hey, je te ramène en 2022, Pierre. On a bien beau avoir les reprises vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas si tu te souviens, Cale Makar, entrée de zone contre les Oilers d'Edmonton. Ouais. Tu sais, je veux dire, là, on l'a en place, le système, et malgré tout, tout le monde se grattait la tête parce que c'était tellement... Ça semblait une évidence. Mais finalement, dans les règlements, c'était correct. Là. Ouais, parce que là, Makar ne touchait pas à la rondelle, donc c'était le même principe que s'il avait fait un dégagement puis qu'on allait permettre aux joueurs. Fait que là, entre-temps, tabarnouche. Pas facile à suivre parfois, la Ligue nationale de hockey. Puis j'ai vraiment hâte de voir Écoute, c'est pas juste... Mais c'est juste ce que t'interromps. C'est pas juste le hockey qui a des problèmes avec ça. Tu sais, le football, c'est mon sport favori comme partisan. Là. Où j'ai pas besoin de travailler, là, ça je veux dire. Là, au côté de hockey, le football, je peux juste être partisan. C'est mon sport favori. C'est la même chose, malheureusement. Il y a un toucher qui se fait compter, puis là, tu arrêtes pour une seconde. Parce que tu regardes toujours sur un écran de voir s'il va avoir l'affaire jaune. Le flag. Y a-t-il une punition ou non? Ouais. On est tous conditionnés, là. Toujours. Tu peux pas juste accepter un toucher en live, là, en direct. Attends une seconde, hein? C'est malheureux. C'est pas le fun, ça. La nouvelle réalité du sport, malheureusement. Pierre, tu as fait quelques entrevues dans les derniers jours. C'est notamment entretenu avec Chris Patrick, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, le DG des Capitals de Washington. Lui et Spencer Carberry sont deux hommes qui ont gravité avec les Bears d'Hershey, connaissent beaucoup de succès présentement au niveau supérieur. Est-ce qu'on va en voir plus, tu penses, de ce modèle-là, de nouveaux sangs qui grimpent dans la Ligue nationale de hockey, plutôt que de toujours recycler les mêmes noms année après année, puis de voir un coach qui a fait 5, 6, 7 formations? C'est une très bonne question. C'est intéressant parce que, écoute, toi, tu es jeune homme, puis je dois dire que je trouve ça... j'ai des collègues à l'athlétique. Je vois ça dans les médias où, dépendant de ton âge, les plus jeunes veulent voir les coachs plus jeunes, puis les plus âgés sont confortables avec les coachs de l'expérience. C'est très intéressant que les opinions, les instincts là-dessus sont vraiment basés sur l'âge. Et moi, dans mon cas, je suis pas mal mix parce que moi, j'aime ça du nouveau sang, absolument sûr. Écoute, il n'y a pas personne qui connaissait c'était qui John Cooper quand Steve Yzerman l'a monté de Syracuse. Mais je comprends pourquoi que quand tu es Dallas, tu vas chercher un Pete DeBoer, puis quand tu es la Floride, tu vas chercher un Paul Maurice. Pourquoi? Comme un gérant parce qu'un gérant m'a déjà expliqué, ma job est à la ligne, je sais qu'est-ce que j'ai, je ne dis pas ces deux gérants-là, là, je veux dire en général. Quand je vais chercher un gars qui a 500 victoires, je sais qu'est-ce que je m'en vais chercher. OK? Fait que, puis d'ailleurs, on ne peut pas dire que Pete DeBoer à Dallas puis Paul Maurice en Floride, ça n'a pas des bonnes embauches. Non, on peut pas dire ça. Dire, non, fait que ça dépend. Ça dépend sur... Tu sais, c'est pas une très bonne réponse, là, mais la réalité, c'est que ça dépend vraiment sur chaque
situation, chaque organisation, où tu t'en vas comme direction d'équipe. Moi, je pense que ça fait beaucoup de sens d'aller chercher du nouveau sang quand tu es une jeune équipe, puis tu veux jouer un certain style, puis tu sais, tout est différent. Avec les Caps, c'est intéressant parce que une chose que Chris Patrick m'a quand même admis dans cette entrevue-là, la semaine passée, c'est qu'il était, il était un peu inquiet de la façon que des gars comme J.J. Oshie, Nick Backstrom et Ovechkin, évidemment, 2 des 3 sont plus là, mais quand on l'a embauché, comment que les vétérans de noyau qui ont gagné la Coupe étaient pour recevoir Carbery, puis le respecter, puis lui faire confiance. Il l'a dit en entrevue. Il n'était pas sûr. Parce que des fois que les vétérans, tu sais, c'est qui ce gars-là, là? Mais il dit que ça a bien été. Carbery, il est incroyable la façon qu'il a communiqué avec ses vétérans, comment il s'est rencontré avec les vétérans, comment tout le monde était clair pour les vétérans. Alors, Carbery était capable de gagner ses gars. Mais des fois, ce qui arrive avec les jeunes entraîneurs, c'est que les vétérans ne leur donnent même pas une chance. Ça, c'est la réalité, là. Ouais. Que ton CV, c'est une vraie chose des fois avec les vétérans. Alors, c'est une autre façon de répondre à ton question, en fait, avec les nouveaux sens. C'est qu'il faut vraiment faire ça de ton coup. Puis, tu sais, quand John Cooper a eu sa job à Tampa, puis personne ne savait c'était qui John Cooper, il faut se rappeler de l'autre move qu'il a vu la même journée, ou la même semaine au moins. Steve Yzerman a fait sûr, ce n'est pas la décision de John Cooper, Steve Yzerman a fait sûr que Rick Bowness était l'associé de John Cooper, pas l'assistant. L'associé de John Cooper. Que le vétéran Rick Bowness, que tous les joueurs connaissaient, qui a un gros CV dans l'international, était à côté de John Cooper pour le début de John Cooper. Faut pas oublier ça. À la lumière de ce que tu viens de dire, est-ce que le Canadien de Montréal s'est trompé lorsqu'il a embauché Martin Saint-Louis? Alors, tu commences à me connaître un peu, là. Mais non, mais c'est ça, Pierre. Tu viens de le dire. Ouais. Est-ce que le Canadien s'est trompé de ne pas mettre un assistant ou un adjoint d'expérience à côté de Saint-Louis? Oui, moi, j'aurais aimé voir ça. Moi, j'aurais aimé voir ça pour Martin, pour le restant du groupe. Écoute, moi, j'aime beaucoup Stéphane Rébida. J'aime la gang qu'ils ont, mais il n'y a pas beaucoup d'expérience de la Ligue nationale comme entraîneur. Évidemment, il y a plein d'expérience comme joueur dans ce groupe-là. Mais comme entraîneur-chef, moi, j'aurais aimé que le Canadien, l'été passé, l'été qui vient d'arriver, aille chercher un vétéran pour faire partie du groupe. Pas au lieu de, mais pour faire partie du groupe, là, pour aider le groupe. Moi, je pense que... Puis écoute, de ce que je sais, ça a été discuté d'ailleurs par le Canadien avec Martin Saint-Louis, mais ça n'a pas arrivé. C'est comme un gars, je pense que le Canadien manque beaucoup. Puis écoute, il n'y a pas le choix qu'ils l'ont perdu parce qu'il est rendu entraîneur-chef, mais Luke Richardson, c'est un exemple d'un gars, je pense que je suis pas sûr que tout le monde à Montréal comprenait comment il était important au sein de l'organisation avec ce qu'il faisait à Montréal. Ça, c'est un exemple là, d'un gars qui aidait beaucoup de Canadiens dans le temps. Les gens l'oublient, là, mais Luke Richardson a gagné des matchs à Montréal en tant qu'entraîneur-chef dans la run de la finale de la Coupe Stanley. Là. Dominique Ducharme, pris le COVID, c'est Richardson qui a éliminé les Golden Knights de Vegas. C'est pas Dominique Ducharme. Là, il n'était pas là. Ben, je comprends que c'est pas de la faute à Ducharme, là, mais quand même, ça démontre à quel point que Richardson a quand même fait un bon boulot. C'est normal qu'on l'oublie parce que je pense que tout le monde veut oublier la pandémie. C'est peut-être ça. Je me rappelle même plus qu'on était dans la bulle et tout ça se passait. Là, mais en tout cas, Pierre, tu as mentionné un peu plus tôt que Chris Patrick a fait beaucoup d'acquisitions cette année. Je te les nomme, mais en fait, c'est pas dur. Je reprends ton texte. Pierre-Luc Dubois, Jacob Chikrin, Andrew Mangiapane, Logan Thompson, Matt Roy, Jacob Vrana, Taylor Radish et Brendan Duhem. Moi, j'avais toujours l'impression que les Capitals de Washington, une fois que Ovechkin battait Gretzky, cette équipe-là, on pouvait les classer dans la catégorie reconstruction, ou reset on the fly, si tu préfères. Est-ce que ça va être encore le cas? Ouais. Parce que tranquillement, cette formation-là est complètement différente. Là. C'est terminé l'époque, comme tu l'as dit, des vieux joueurs. Là. On a vraiment des nouveaux joueurs pas mal plus jeunes. C'est une équipe qui est beaucoup plus jeune. Absolument. Écoute, Mick Michael qui connaît toute une saison. En parlant de jeunes, c'est une équipe qui a vraiment changé. Il y a certaines décisions qui ont été forcées parce que Nick Backstrom n'est pas capable de jouer avec sa hanche. TJ aussi blessé. Fait que ça, d'une façon, c'était malheureux de leur perdre parce qu'évidemment, Nick Backstrom, quand il est en santé, c'est un grand joueur, mais ça a forcé l'équipe de se rajeunir. Mais
qu'est-ce qui est important dans ça, puis ce que Chris Patrick m'a expliqué, c'est que c'est des conversations qu'il y a eu avec son propriétaire, avec Brian McClellan, le président de hockey, c'est que on va pas rebâtir, on va faire ça on the fly. Puis, il y a eu une date limite importante il y a 2 ans lorsque les Capitals ont manqué série. Brian McClellan, c'est encore lui qui était DG. Ils ont été chercher un choix de première ronde pour Orlov. Ils ont fait des moves. Mais un des moves qu'ils ont fait aussi, c'est qu'ils ont été chercher Rasmus Sandin des Maple Leafs à la date limite, malgré du fait que ça n'en a pas dans les séries, parce que c'était un move plus pour à long terme. Mais c'était une très belle échange, Sandin qui joue dans le top 4. Moi, je pense que c'est une erreur des Maple Leafs. Sandin qui joue dans le top 4 pour Washington. La grosse échange, puis celle qu'on devrait encore regarder dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, évidemment, c'est Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois pour Darcy Kuemper. Kuemper, d'ailleurs, qui va bien en début pour les Kings de Los Angeles. Mais, je vais dire quelque chose. Les éloges de Chris Patrick, quand j'ai mentionné le nom de Pierre-Luc Dubois, il ne faut pas arrêter. Ils sont tellement heureux avec son rendement, son attitude, la façon que il s'arrange avec ses coéquipiers. C'est pas moi qui ai demandé à Chris Patrick c'est quoi son attitude, comment il s'arrange dans le vestiaire. C'est Chris Patrick qui voulait me le dire. Alors, ça démontre que je pense que les Capitals ont vraiment fait leurs études sur Pierre-Luc Dubois. Ils comprennent tous les commentaires négatifs qu'on a eus à son sujet à Winnipeg et à Columbus. Puis évidemment à Los Angeles, surtout. Mais je pense que les Capitals se sont quand même convaincus. On est capable de trouver le meilleur dans ce gars-là. Il va venir trouver une place finalement à Washington. Puis jusqu'à temps, écoute, c'est juste 2 mois, là. Mais Pierre-Luc Dubois joue très bien avec les Capitals de Washington. Ah oui, pas de doute là-dessus, honnêtement. Il faut lui donner. On est bon pour lui casser du sucre sur le dos. Quand il performe, il faut lui remettre du crédit. Puis Pierre-Luc Dubois, il est très solide présentement avec les Caps cette année. League to Go, c'est là où est-ce que vous pouvez trouver des remplaçants puis arrêter de courir après votre cash. L'application va s'occuper de tout si vous avez besoin d'un coup de main. League to Go. Pierre, tu as parlé de plus jeune. Je t'amène sur Eric Tulsky, le directeur général des Hurricanes de la Caroline, qui, disons-le, n'avait pas un mandat facile cette année, débarque en poste. Et il y a probablement le dossier le plus chaud de la Ligue nationale de hockey avec Martin Necas sous les bras. Les offres viennent de partout. Finalement, décide de s'entretenir avec son attaquant 2 ans à 6,5 millions, alors que Necas avait clairement fait savoir à tout le monde qu'il voulait quitter la Caroline. Ça a été, disons-le, un coup de maître. Mais est-ce que ça a passé vraiment près d'une transaction? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Combien d'équipes se sont intéressées au service de Necas, puis à quel point ça a passé proche que Tulsky l'envoie sur d'autres cieux? Oui, j'ai parlé de ça avec Tulsky cette semaine, et puis la réponse est oui et non à ta question. Oui, dans le sens que Eric Tulsky m'a dit qu'il a parlé avec 28 équipes au sujet de Martin Necas. 28 et 31 équipes se sont rendues vers lui. Écoute, c'est sûr que des équipes qui étaient plus sérieux que d'autres, évidemment. Écoute, les Jets de Winnipeg, je pense, ont venu le plus proche de l'acquérir. Et puis finalement, c'est un échange qui n'est pas arrivé parce que les Jets avaient besoin de sa signature à long terme pour faire l'échange. Et Necas a dit non. Il était prêt à la Winnipeg, mais il n'était pas faire la même chose qu'il a fait finalement avec la Caroline. C'est qu'il était prêt à faire un contrat de 2 ans avec Winnipeg. Mais pour les Jets, puis je ne suis pas sûr que ce que les Jets avaient là-dedans, je suis sûr que Ehlers est là-dedans, hein. Mais il y avait évidemment d'autres choses, je pense, là-dedans. Puis les Jets, c'était pas confortable de faire l'échange sans que Necas signe à long terme. Le Canadien s'est essayé, absolument. Là, je te dirais que le Canadien était là-dedans. Même les Maple Leafs se sont renseignés. Écoute, chaque équipe dans la Ligue. Columbus, ils ont essayé, ça c'est pas surprenant. Don Waddell, qui venait juste de quitter la Caroline, s'est rendu à Columbus, puis on parlait du 4e choix dans le repêchage au mois de juin dernier, qui faisait partie de cette conversation. Ça n'a pas arrivé. Puis d'ailleurs, je pense que ça n'a pas arrivé pour la même raison que Winnipeg, c'est que je ne crois pas que Necas était prêt à signer à long terme avec les Blue Jackets, puis évidemment, pour Don Waddell, ne peut pas échanger le 4e choix sans avoir de la sécurité à long terme avec Necas. Alors, c'est pour dire que oui, Tulsky, bien, écoute, je vais être clair en disant que Tulsky n'a pas rentré dans les équipes. Là. Ça, c'est mes informations indépendantes. Mais qu'est-ce que Tulsky a partagé, c'est qu'il y a eu 28 équipes, il y a eu plusieurs conversations, ça a été sérieux pour utiliser son mot. Mais de l'autre côté, quand j'ai demandé comment poche ça a été que tu l'as échangé, il a dit
à la fin de la journée, on n'a jamais eu quelque chose qu'on pensait vraiment à faire. OK. Alors, mais tu sais, son coup, c'est vraiment à la fin de la journée, c'est de convaincre Natchez de signer. Je veux dire, Natchez s'est demandé pour se faire échanger, puis 2 mois plus tard, il signe un contrat de 2 ans. Alors ça, c'est vraiment été la victoire d'Eric Tulsky comme un DG recru. Puis évidemment, Natchez connaît un début de saison étincelant, incroyable. Il va falloir le signer la 2 ans, mais ça, on va parler de ça une autre fois. Ouais. Mais c'était, tu sais, quand tu regardes le travail d'Eric Tulsky, il vient juste de devenir DG. C'est un gars Eric Tulsky, c'est un gars intéressant. Il sort du monde des statistiques avancées. Il est très gêné. C'est pas confortable pour lui d'être social. C'est un gars très intéressant. Moi j'aime ça de lui parler. Il est très intelligent. Mais il remplace, comme lui a dit, lui, il adore Don Waddell. Don Waddell était très bon pour lui. Il remplace quelqu'un dans Waddell qui a fait toutes sortes de travail à Caroline pendant ses 10 ans. Sur le côté business, sur le côté de hockey, les Hurricanes, à chaque année, c'est une des meilleures équipes. Dans Waddell, son départ, c'était une grosse perte. J'utilise les mots de Eric Tulsky. Mais tu regardes, Tulsky rentre, il y a l'affaire de Natchez. Il a essayé de signer Jake Guentzel, puis ça a été jusqu'à dans 1 minute, essayer de signer Jake Guentzel, il l'a perdu. Il a perdu Brett Pesce et Brady Shea. La Caroline, le propriétaire, Tom Dundon, n'était pas prêt à payer le prix que Pesce et Brady Shea voulaient, puis évidemment, etc. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est la façon qu'Eric Tulsky a réagi le restant de l'été. Eric Robinson, Shane Gosses-Bear, Sean Walker, Roslovich. C'était pas toutes des grosses... Oui, Jack Roslovich, c'était pas toutes des grosses signature, mais c'est comme j'ai dit au début de notre podcast, Eric Robinson, là, qui est sa 2e ligne avec Martin Deschasses, il a été chercher des gars que Roslovich a 9 buts. Tu sais, des gars que c'était pas des gros noms sur d'autres équipes, mais les autres, ils pensaient qu'à Caroline, la façon que Rod Brind'Amour joue, ça a mis la leur, cette équipe-là, que ces gars-là seraient meilleurs à Caroline, puis jusqu'à temps, c'est justement ce qui est arrivé avec ces gars-là. Pierre, je reviens un petit peu en arrière parce que ça m'intéresse beaucoup, puis je suis convaincu que ça intéresse les gens qui nous écoutent aussi à la maison. Tu as mentionné que les Jackets étaient prêts à donner le 4e choix au repêchage. Je n'apprends rien en disant que Montréal repêchait 5e et que Kent Hughes a dit, en point de presse par la suite, il y avait différents scénarios sur la table, mais quand on a vu que Demidov était pour nous, tous les plans ont pris le bord, puis on est allé avec Demidov, c'est le plan qu'on voulait le plus. Si Demidov est repêché avant, est-ce que tu penses que le 5e choix total était sur la table pour Martin Necas? Je pense pas. Que j'ai peut-être tort, là, mais ça m'a jamais été confirmé que le 5e choix était sur la table. Le Canadien avait un 2e choix en première ronde. Oui, s'il est devenu Michael H. Ouais. Je pense que ça aurait été le 2e choix sur la table, plus je pense pas que je vais dire le nom du joueur. Okay. Parce que je m'en rappelle plus si j'avais le droit là, dans notre conversation là-dedans. Là. On va rester ça de même. Tu m'as quasiment pogné. Ça va, c'est proche. OK, c'est bon, Pierre, je te sors de là, c'est correct. Rick Tulsky, il a un problème quand même un peu. Problème. On le voit de même, là, devant le filet. Frédéric Anderson, malheureusement, s'il est récurrent dans sa carrière, il est souvent blessé. C'est un gardien de but qui, en santé, il est très bon, fait partie des très bons gardiens de la Ligue nationale. Mais là, on doit se débrouiller avec Piotr Kochetkov, on doit se débrouiller avec Spencer Martin, parce qu'encore une fois, le vétéran est sur la touche. Est-ce qu'on regarde pour un remplaçant du côté des Hurricanes pour un gardien de but? Ouais. Anderson, dans son cas, il n'y a pas encore rien d'officiel parce qu'on veut encore avoir d'autres opinions de docteur dans son cas, mais je pense que ça va être au moins quelques mois dans son cas à la fin de la journée. Alors oui, évidemment, Tulsky ne m'a pas répondu à cette question-là, mais en faisant mes recherches avec d'autres équipes à travers la Ligue, Tulsky fait le tour et puis fait ses recherches sur le marché des gardiens. Ça ne veut pas dire nécessairement, je pense, que la Caroline va 100% aller chercher un gardien parce qu'évidemment, Kochetkov, c'est vraiment leur numéro 1. Oui. Pour moi, Kochetkov, il est un A et Anderson est un B. Mm-hmm. Mais je pense que Eric Tulsky a de la misère à dormir le soir des fois quand il pense à ce scénario. C'est que qu'est-ce qui arrive, c'est que Kochetkov se blesse dans la série. Mm.
Là, ça devient moins évident, dépendant de Anderson, la façon qu'il revient plus tard cette année. Fait que oui, la Caroline font leur recherche, ils essaient de voir qu'est-ce que c'est le marché, alors on verra bien. Y a-tu... il y a énormément de rumeurs avec les gardiens de but. Il y a un nom qui revient souvent, c'est celui de John Gibson. Est-ce qu'on peut l'identifier comme une potentielle cible à ce niveau-là? Oui. Oui, c'était mon texte aujourd'hui dans l'Athletic sur John Gibson. J'ai rentré dans son marché et dans les options pour John Gibson. C'est important de noter d'ailleurs, dans le cas de John Gibson, ça fait 2 ans qu'il est sur le marché. Puis le joueur et l'agent et l'équipe, les Ducks, travaillent ensemble là-dessus, sur le dossier. Ils sont tous à la même page que ça serait le temps de l'échanger. Évidemment, en Anaheim, Lucas Dostal, incroyable, sa performance comme jeune gardien. C'est le temps d'échanger Gibson, mais le contrat de John Gibson a toujours fait peur aux équipes. Il y a encore un autre 2 ans et demi à 6,4 millions par année. Bon. Avoir dit ça, oui, Gibson, c'est parmi les noms que les Hurricanes font leur recherche. Qu'est-ce qui va être important à la fin de la journée dans le cas de John Gibson? C'est très simple. C'est que les Ducks vont devoir manger une portion de son contrat, absolument. Je ne suis pas sûr que les Ducks étaient prêts à faire ça dans le passé, mais je pense qu'ils sont prêts à le faire maintenant. Et puis, Gibson, il y a une clause de non-échange avec 10 équipes, mais ils travaillent avec les Ducks, pas contre les Ducks. Ils sont tous à la même page. Ils aimeraient aller voir une belle équipe. Je pense des choix pour John Gibson, dans un monde parfait, ça serait Caroline ou Colorado ou Edmonton. Mm-hmm. Colorado sont 31e dans la ligue des buts contre, mais de ce que j'ai appris hier, l'Avalanche a encore confiance en Georgiev. Et puis présentement, l'Avalanche ne regarde pas au marché des gardiens. Ah ouais. Ouais. Et puis, je pense que c'est une des choses que l'Avalanche se dit à l'interne. Puis écoute, tu peux être d'accord ou pas d'accord, c'est que l'année passée, les séries éliminatoires, Georgiev a confronté Connor Lubbock en première ronde, puis ensuite Jake Oettinger en deuxième ronde, puis il était correct. Les Colorado ont perdu contre Dallas, mais c'était pas à cause des gardiens de but. Écoute, pas mal évident. Hein? L'affaire de Nichushkin a pas mal détruit les chances de l'Avalanche en deuxième ronde contre Dallas. Alors, je pense qu'on essaie chez l'Avalanche de se convaincre qu'on est correct dans les buts. Moi, je ne suis pas d'accord, mais écoute, ils ont des problèmes, ils ont des limites de plafond salarial aussi à Colorado qu'on connaît bien. Oh. Mais je pense à Caroline, je pense avant le 7 mars, la date limite. Moi, ma prédiction, c'est que la Caroline, il va chercher un gardien. On va surveiller ça, Pierre, la date limite de transaction qui s'en vient, mine de rien, dans quelques mois. Puis je suis convaincu qu'on va avoir beaucoup de contenu sur ce podcast Radar ensemble. Merci, Pierre. C'était encore une fois super intéressant cette semaine. OK. À la semaine prochaine. C'est bon. Salut, Pierre. Et en terminant, je vous laisse avec youbet.io. C'est là où est-ce qu'il se retrouve les meilleures cotes dans la Ligue nationale de hockey. Et un extrait de l'excellent podcast Processus. On se retrouve en 2008 où ils avaient connu une très bonne saison sous Guy Carbonneau. Ouais. Kovalev avait connu la saison de sa carrière. Alors, le Canadien avait l'occasion de profiter de ça pendant qu'ils avaient des jeunes joueurs qui frappaient à la porte et de dire, bon, on va sacrifier peut-être une année ou deux. En attendant que ces jeunes-là soient prêts, on va échanger nos vétérans productifs, on va aller chercher les premiers choix et on va bâtir autour de Price, Subban, Pacioretty. Kovalev et Koivu, qui étaient à 1 an de l'autonomie, qui avaient encore une très bonne valeur, je les aurais échangés. Ouais. Ça, c'est garanti selon le marché de l'époque. Ça aurait donné au moins un premier choix et un espoir. Ouais. Bon. Chacun. Là, c'est plus délicat parce qu'il avait juste 28-29 ans. C'est Andrei Markov. Andrei Markov, c'était le général. C'était un des 5-10 meilleurs défenseurs de la Ligue. Mais Andrei Markov aurait pu rapporter un pont d'or à l'époque. Et là, ça aurait ajouté au choix obtenu pour Kovalev et Koivu, à Price, Subban, Pacioretty. Et là, tu commences à avoir une jolie bête banque d'espoir.